Santé Bien-être, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Le médicament, c'est inconnu. Nous continuons à partir à sa découverte avec comme guide le docteur Thierry Morin. Bonjour Thierry. Bonjour Fred. Nous avions vu au cours des précédentes émissions comment est né ce concept de médicament, quel a été l'historique de son développement et l'incroyable parcours qu'il doit subir pour être validé, entre autres l'importance des essais cliniques rigoureux sous le contrôle d'organismes institutionnels, des essais, des tests, des évaluations avant sa mise sur le marché. Et donc nous sommes à la fin de ce parcours, le médicament arrive, nous l'avons sur nos ordonnances et peut-être dans nos piluliers, et nous allons voir aujourd'hui comment nous devons bien utiliser ce médicament, le bon usage du médicament. C'est de la pratique, Thierry. Ce que l'on veut, c'est traiter efficacement avec le moins de risques possible. Et donc ça nécessite quand même un effort du médecin et du patient. Oui, tout à fait. C'est un travail collectif qui englobe non seulement le prescripteur, mais aussi l'utilisateur, et avec l'aide du pharmacien, qui est le troisième partenaire qu'il ne faut évidemment pas oublier parce qu'il est majeur. Traiter efficacement, avec le moins de risques possible, oui, c'est l'objectif que tout le monde comprend bien. Les bénéfices des traitements sont évidents et tout le monde en est convaincu. Ces médicaments ont créé des différences majeures dans l'évolution de la prise en charge des maladies, que ce soit les maladies infectieuses, les maladies métaboliques, le diabète, les maladies thromboemboliques, etc., l'ulcère, les cancers, bien entendu. Mais ces médicaments extrêmement efficaces, qui ont été validés grâce aux essais thérapeutiques dont tu parlais tout à l'heure, ont aussi leurs risques potentiels si on ne les utilise pas de façon correcte. Et donc, il faut un certain nombre de précautions. Alors, cela, c'est de la responsabilité à la fois du médecin, bien entendu, c'est lui qui va prescrire, mais également du patient. Alors, analysons un petit peu ça. Et alors, tu vas rajouter du médecin, et je voudrais insister là-dessus, parce qu'on oublie trop souvent l'importance je me suis trompé, du pharmacien. Oui, on oublie trop souvent l'importance du pharmacien. Absolument, et on va en parler. Qui joue un rôle et qui doit continuer à jouer un rôle essentiel dans ce circuit. Exactement. Alors, commençons par le médecin qui, au terme de son examen clinique, de son interrogatoire, de sa démarche diagnostique, va identifier ce dont souffre le patient, va comprendre ce dont il a besoin et choisir, après ce diagnostic, la stratégie la plus appropriée pour le soigner. Alors, il va choisir un médicament, bien entendu, parmi ceux qui sont validés pour soigner la maladie ou le symptôme dont souffre le patient. Ceci, c'est l'autorisation de mise sur le marché qui le décrit et le médecin se doit de les respecter, bien entendu. L'évaluation, en effet, du bénéfice obtenu par ce médicament dans l'indication par rapport au risque a été bien pesée, sous-pesée, et donc le médecin se doit de s'y conformer. Donc tu rappelles, au respect des règles, le médecin doit respecter toutes ces règles. Absolument. Absolument. Alors, il respecte toutes ces règles, mais évidemment, il va personnaliser, il va faire du sur-mesure, de façon à ce que le médicament soit vraiment approprié au patient que le médecin va traiter. En effet, l'âge intervient beaucoup dans l'adaptation des doses, par exemple, le poids, la taille du patient également, son passé pathologique. On va prendre en compte également l'existence d'allergies. Et évidemment, il n'est pas question de donner
un médicament dont on sait que le patient va risquer un accident allergique. Le médecin prendra également en compte les autres traitements que reçoit le patient, car il peut y avoir des interférences ou des incompatibilités entre ces divers médicaments. Alors là, on voit déjà un problème d'adaptation chez les personnes âgées. Tous les gériatres nous disent, au-delà de 3 médicaments, 4, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement, les interférences. Et malheureusement, quand on regarde les ordonnances pour les personnes âgées, c'est rare que ça ne dépasse pas 8 ou 9 médicaments. C'est compliqué d'adapter. C'est très compliqué, d'autant que les interférences entre 2 médicaments sont faciles à évaluer. Entre 3 médicaments, c'est un peu plus délicat, et à partir de 4, ça devient de plus en plus aléatoire. Alors, il existe d'ailleurs des logiciels qui permettent d'aider au repérage de ces incompatibilités. Alors ça me paraît très important, parce que connaître les médicaments, connaître ces interférences, connaître ces effets secondaires, on n'a pas tout ça dans notre tête, nous médecins, c'est pas possible. Moi, je crois que l'informatique a été un progrès énorme dans la qualité de prescription. Il faut qu'on s'aide de l'informatique pour prescrire correctement. Exactement, et les pharmaciens aussi disposent de leur côté de logiciels qui permettent d'éviter des erreurs qui pourraient être sérieuses. Alors, bien sûr, si la patiente est une femme enceinte, le médecin prendra là aussi des précautions pour ne pas traiter certaines choses ou ne pas utiliser certains médicaments dans cette condition physiologique. Et là aussi, il y a des bases de données. Le médecin peut très bien s'y référer pendant la consultation s'il a un doute ou s'il cherche systématiquement à le vérifier. Alors, il le peut, il en dispose. Parce que là, c'est un problème. Quand on regarde sur notre référence Vidal, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques ont levé un immense parapluie pour tout ce qui a trait à la grossesse et à l'allaitement. Moi, chaque fois que je regardais, c'était pas d'essai concluant. Et moi, ce qui m'a apporté énormément, tu parlais d'organismes, il y en a un qui s'appelle le CRAT, c'est le Centre de référence des agents tératogènes, qui est un organisme public qui est à Paris. Et je me référais chaque fois que j'avais une femme enceinte ou qu'une femme qui allaitait à ce centre, parce qu'il donnait des conseils que l'on pouvait appliquer. Et on se rendait compte qu'il y avait des médicaments où les laboratoires pharmaceutiques avaient tiré un grand parapluie et qu'on pouvait quand même utiliser. C'est très compliqué, la femme enceinte. C'est très compliqué parce que les essais thérapeutiques excluent finalement ces conditions physiologiques de façon à avoir une homogénéité des groupes et éviter les complications qui pourraient survenir dans ces situations. Mais c'est là que les phases 4 des essais thérapeutiques interviennent et où les sociétés savantes également dans chaque spécialité interviennent en faisant des registres, etc. C'est-à-dire que certaines thérapeutiques qui n'ont pas l'AMM dans le cadre de la grossesse peuvent être tout de même utilisées sous contrôle et finalement, en regroupant un certain nombre de cas, on finit par avoir une information sur la possibilité ou non d'utiliser tel médicament. Par exemple, au cours des maladies inflammatoires intestinales, on a initialement interdit certains médicaments et puis les médecins, les gastroentérologues obligés pour le contrôle d'une maladie de les utiliser. Recueillant l'ensemble de ces données, on finit par avoir une expérience et à dire il n'y a pas de risque ou il y en a et il ne faut pas l'utiliser. Donc, dans le respect des règles, en tenant compte de son expérience, en s'adressant aux sociétés savantes et aux centres de référence, le médecin a tout le cadre nécessaire pour prescrire correctement. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire encore ? Eh bien, le médecin va devoir expliquer à son patient
quel est le but que l'on recherche à atteindre en utilisant tel ou tel médicament, quels sont les inconvénients potentiels, même s'ils ne sont pas très fréquents, et bien sûr s'ils sont fréquents c'est encore plus important de les signaler, et enfin pour motiver le patient afin qu'il suive, qu'il soit convaincu lui-même de l'intérêt du traitement. Donc chaque fois qu'on prescrit un médicament, il faut expliquer à quoi il sert, s'assurer que le patient ait compris effectivement l'explication et ne pas avoir peur de lui dire qu'il y a des effets secondaires. Absolument, et il faut savoir également écouter ce que dira le patient, car il a parfois des a priori, il a entendu dire que ceci ou que cela, et donc répondre à ces questions est important parce que ça peut être un facteur d'abandon du médicament ou de la non-prise conforme. Donc le patient ne doit pas avoir peur de s'exprimer devant le médecin et faire part de ses réticences, parce que sinon le médicament ne sera pas pris correctement. Okay. Exactement. La décision d'un traitement, c'est une décision partagée. C'est-à-dire que la relation de confiance entre le patient et le médecin, et son médecin, est essentielle pour que la connaissance des buts, la connaissance des aléas soit présente, et à ce moment-là, l'adhésion au traitement sera d'autant meilleure. Alors, autre chose, ça c'est lors de la première prescription, mais on pourra répéter lors des consultations ultérieures, de façon à ce que le médecin soit informé de l'évolution des symptômes pour lesquels il traite le patient, de savoir s'il y a eu des événements intervenus et d'en juger la relation avec le médicament ou non. Et il ne faut pas qu'il y ait une reconduction automatique des traitements sans avoir fait ces diverses vérifications, évaluations, etc. Mais souvent, ça, avec l'informatique aussi, avec des ordonnances qui sont déjà préimprimées, la facilité pourrait conduire à appuyer sur le bouton. À court-circuiter ces moments qui pourtant sont tout à fait importants, et il ne devrait pas y avoir de reconduction sans avoir ce dialogue. Alors, le second, on avait dit qu'il y avait le médecin qui était le premier acteur dans la qualité de la prescription, mais le patient a un rôle majeur. Le patient, il va avoir à suivre la prescription, et c'est ce qu'on appelle l'observance thérapeutique. Ça paraît naturel. Oui. Et pourtant, c'est un problème. C'est un vrai problème. On s'aperçoit en fait que une proportion non négligeable de personnes, de patients, ne suivent pas le traitement, soit ne suivent pas complètement le traitement dans les doses, dans les durées notamment, et les traitements sont parfois raccourcis de façon inadaptée, le patient ayant un symptôme qui a disparu, alors que le médecin sait très bien que pour éviter la reviviscence de la maladie, il est nécessaire d'avoir une durée correcte du traitement. Alors, donc, après, les patients, même les médecins quand ils sont patients, quand ils vont mieux, ils ont tendance à arrêter les médicaments. C'est naturel. Oui, tendance tout à fait compréhensible d'un côté, mais totalement illogique, car les essais thérapeutiques ont déterminé les durées optimales. Mais le problème, c'est quand même surtout dans les maladies chroniques. Oui, bien sûr. Alors parfois, dans les maladies aiguës, alors que les recommandations demandaient une durée de X jours de traitement, pour certaines infections par exemple, on s'est aperçu par des essais de phase 4, etc., qu'on pouvait se contenter d'une durée plus réduite, mais cette réduction, elle n'est validée que par des essais correctement menés. Et à ce moment-là, la recommandation des instances
se fait basé sur quelque chose de solide. Donc pour les patients et futurs patients, respectez la durée du traitement, même si vous allez mieux. Voilà, exactement. Alors bien sûr, cette observance nécessite qu'il y ait une adhésion du patient au traitement, donc qu'il ait été suffisamment convaincu grâce au bon dialogue avec son médecin, en lequel il fait confiance, et ceci concerne la prise des médicaments, mais également toutes les recommandations que le médecin donne en association. En effet, les médicaments ne sont pas les seuls moyens pour traiter le patient. Exemple, un diabétique, il est évident qu'il va avoir pas mal de choses à faire, notamment dans son alimentation quotidienne. La prise en charge de certaines maladies repose sur une adhésion du patient à autre chose que la prise de médicaments. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera. On va en reparler. Et donc, il est important en tout cas que le patient respecte aussi les conseils, par exemple sur l'activité physique également. Et qu'il suive les recommandations vis-à-vis des examens de surveillance, vis-à-vis des consultations de contrôle, etc. Alors, lors des consultations, bien sûr, le patient n'est pas passif. Il va parler de l'évolution de sa maladie, mais aussi des difficultés qu'il a éprouvées. Par exemple, s'il a oublié les médicaments, s'il a oublié certains jours, il s'en apercevra en voyant qu'il reste des comprimés dans la boîte. Et il parlera aussi, il faut qu'il parle aussi des médicaments nouveaux qu'il utilise, éventuellement prescrits par d'autres médecins ou par automédication. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on prescrit au départ en tenant compte des médicaments associés, mais lors des consultations ultérieures, il faut que le médecin prescripteur soit au courant de l'évolution des traitements suivis par le patient dans leur ensemble. Tu viens de faire une démonstration de l'impérieuse nécessité du dialogue entre le médecin et le patient. Et cette chose fondamentale qu'est l'observance, c'est-à-dire le fait que l'on prenne correctement les médicaments, elle repose sur ce dialogue. Exactement. Alors, il y a aussi un autre élément qui constitue une aide pour le patient, qui a plusieurs médicaments à prendre, par exemple, c'est l'usage d'un pilulier. Le pilulier hebdomadaire fait que le patient se consacre dans un moment calme et tranquille à remplir son pilulier de façon à répartir dans la journée, matin, midi, soir, au coucher, etc., et selon les jours de la semaine. Ce qui évite pas mal d'oubli, et si le patient s'interroge à midi, mais au fait, ai-je bien pris mes médicaments ce matin ? Il regarde le pilulier, le tiroir du jour concerné, et il voit tout de suite s'il reste des comprimés dedans ou pas. C'est un progrès, ce pilulier. Parce que oublier un médicament, c'est banal quand on est patient. Là aussi, c'est compréhensible. Eh oui. Les gestes de la vie quotidienne sont souvent un peu automatisés, et heureusement, ça nous libère l'esprit. Mais d'un autre côté, les oublis sont quelque chose de très ennuyeux. Par exemple, une hypertension artérielle ou un diabète, pour revenir là-dessus, ou un anticoagulant qu'on oublie, c'est source de complications ou de récidives, etc. Donc on peut encourager les gens à utiliser le pilulier, on peut le dire. Largement, et ce n'est pas seulement pour les personnes âgées, c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui a 20 ou 30 ans est soumis au même risque d'oubli. Alors, revenons aux personnes âgées, il y a les personnes âgées dépendantes, ou les personnes âgées qui voient mal, ou qui sont soutenues par une aide familiale, etc. Le pilulier aide. On se consacre au problème de la répartition des médicaments dans le pilulier une fois par semaine, tête reposée, et on est sûr, ensuite, en examinant les tiroirs, de la prise du médicament, sans se tromper de boîte, sans se tromper d'heure, etc.
Donc dans cette bonne utilisation, nous avons vu le rôle du médecin, le rôle du patient, le rôle fondamental de ce dialogue entre le médecin et le patient, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore quelqu'un qui va intervenir. Voilà, le pharmacien. Le pharmacien est quelqu'un de tout à fait fondamental, car il connaît les patients, il les voit régulièrement, pour les maladies chroniques bien entendu, et il connaît leurs difficultés, et il peut leur donner des informations complémentaires, répondre à des questions, notamment lorsqu'il va donner les médicaments, il est souvent amené à substituer le médicament prescrit par un générique. Alors là, on n'en a pas parlé. Encore un autre problème. Voilà, on n'en a pas parlé des génériques. On va en dire deux mots. De quoi s'agit-il? Un médicament générique, c'est un médicament copié sur la molécule originale. Donc ce médicament, il a exactement le même principe actif, il a la même présentation, c'est-à-dire si c'est une gélule, un comprimé, un sirop, il est identique à l'original, il a la même biodisponibilité, c'est-à-dire qu'un comprimé avalé va être absorbé dans un pourcentage identique, réparti dans les tissus et atteignant les cibles cellulaires exactement de la même manière. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose des problèmes? Alors, il n'y a pas totale similitude dans la mesure où les excipients peuvent être différents. L'aspect, la couleur peut être différente, etc. Et la boîte et le nom ne sont pas les mêmes. Le nom, c'est le nom qu'on appelle la DCI, c'est-à-dire la dénomination commune internationale, suivi souvent du nom du laboratoire, ou bien c'est le nom de la spécialité d'origine, mais suivi de G, c'est-à-dire GE pour générique, et donc pour bien montrer que c'est une copie et que ce n'est pas l'original. Donc ça peut prêter à confusion, parce que la couleur n'est pas la même, la boîte n'est pas la même. Il représente aussi le laboratoire pharmaceutique qui le fabrique, et les gens peuvent se tromper. Exactement. Alors, ces copies de l'original... Comment s'en sortir alors? On va y venir. Cette copie de l'original, elle est possible parce que 20 ans après le dépôt du brevet de la molécule, ce brevet tombe. Et donc, la molécule tombe dans le domaine public, laissant donc la possibilité pour un autre laboratoire d'exploiter commercialement une copie. Voilà. Donc, ceci est destiné à réduire les coûts. En effet, les coûts des génériques sont abaissés et le médicament qui a été développé par un laboratoire va être amorti, entre guillemets, au bout des années, au minimum une dizaine d'années, puisqu'il faut déjà 10 ans pour le développement du médicament. Donc, après le dépôt du brevet, le laboratoire qui a créé cela ne va pouvoir en tirer les bénéfices qu'une dizaine d'années, grosso modo. Mais au-delà, eh bien, le prix peut être abaissé par la fabrication par un autre laboratoire. Donc un intérêt économique de passer au générique, mais moi je reviens sur ce problème de confusion, il faudrait que le pharmacien donne toujours le même générique. Alors, il faudrait qu'il le fasse, mais au minimum, il faut qu'il explique au patient qu'il délivre un générique qui n'a pas le même nom forcément que le précédent original. Il doit écrire sur la boîte, et c'est souvent ce que font les pharmaciens, pas toujours, mais beaucoup le font, écrire le nom du médicament initialement prescrit, de façon à ce que le patient s'habitue à la nouvelle boîte, au nouveau nom, etc. Donc là, le pharmacien a un rôle pour aider le patient à s'y retrouver. Donc nous avons vu le rôle du médecin, du patient, du pharmacien, mais dans les maladies chroniques, il faut aller plus loin que le médicament. Tu voudrais rajouter autre chose ? Je voulais rajouter une petite notion. Quelles sont les situations à risque
de mauvaise observance. Voilà. Le médecin, comme le patient, comme le pharmacien, sont conscients que dans l'idéal, il faut bien suivre le traitement, mais il y a des risques. Et ces risques, c'est d'abord celui du patient qui n'est pas motivé, parce qu'il n'a pas compris l'intérêt du médicament, ou bien parce qu'il est polymédiqué, qu'il prend tellement de médicaments, il dit encore un en plus, à quoi sert-il vraiment? Et il oublie un petit peu ce qu'on lui a dit, et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de réexpliquer lors des renouvellements d'ordonnance l'intérêt de la prise de tel médicament et de tel autre, et également le médecin va peut-être avoir à faire de temps en temps le ménage dans la prescription, éviter au maximum à déprescrire des médicaments qui ne sont peut-être plus nécessaires ou plus aussi utiles à son patient du fait de l'évolution de sa maladie, des autres problèmes de santé, de l'âge, etc. Et il y a toujours la balance entre les bénéfices et les risques. Et donc, quand il y a trop de médicaments, l'utilité de chacun doit être révisée par le prescripteur. Alors, les autres facteurs de risque de mauvaise observance, c'est un traitement dont le patient ne ressent pas le bénéfice. Soit c'est l'échec, soit c'est une insuffisance d'efficacité, ou bien simplement une mauvaise application. Un traitement efficace mais pris de façon intermittente ne sera pas efficace pour le patient. Alors il y a aussi les effets indésirables qui peuvent intervenir pour entraîner l'abandon d'un médicament. Et puis alors surtout, il y a les patients qui ont des troubles cognitifs ou bien des troubles visuels et qui peuvent être en difficulté pour s'y retrouver dans les boîtes, dans les comprimés, etc. Et c'est là qu'on revient à l'intérêt majeur du pilulier, rempli par le patient lui-même s'il le peut, ou par son entourage, ou par ses aidants. On comprend bien, donc dans ces situations, il faut faire particulièrement attention, il faut les reconnaître, ces situations, pour pouvoir mieux éviter les dérapages. Donc en dehors de ces situations à risque, il y a aussi donc un intérêt à ce que le patient, dans les maladies chroniques, connaisse bien sa maladie pour prendre des médicaments, parce que tu disais, s'il ne se rend pas compte que ça lui sert à quelque chose, mais il y a des tas de maladies chroniques où on ne se rend pas compte que le médicament est efficace. Si je prends l'exemple de l'hypertension, du diabète, et pourtant il est indispensable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il y a depuis longtemps quelque chose qui est développé par des équipes médicales, et de plus en plus par l'ensemble des médecins, c'est ce qui a reçu maintenant un nom officiel, l'éducation thérapeutique, alors que depuis longtemps, les médecins, au moins un certain nombre d'entre eux, le réalisaient sans savoir qu'ils le faisaient. L'éducation thérapeutique, c'est une mesure qui a été institutionnalisée par la loi en 2009, pour permettre au patient d'acquérir des connaissances sur sa maladie, mais aussi des compétences sur les gestes à effectuer, et ceci dans le but de gérer au mieux sa vie quotidienne avec sa maladie chronique, d'améliorer sa qualité de vie, mais aussi d'améliorer l'efficacité globale de sa prise en charge, donc d'éviter des complications, donc éventuellement des hospitalisations, etc. Donc ça veut dire que dans ces situations-là, le médicament n'est pas tout, il est indispensable mais il n'est pas tout, et il doit être pris dans un contexte que le patient doit assumer. Et ce contexte est essentiel aussi. Voilà. Le contexte, c'est que le patient qui est soumis à une maladie chronique va pouvoir s'autonomiser parce qu'il connaît mieux sa maladie, qu'il connaît mieux ses traitements, qu'il connaît mieux les risques de la maladie, et donc, sachant tout cela, il adoptera mieux les mesures adéquates et il
saura s'adapter. Alors, c'est un processus continu, un processus d'éducation qui procède par des séances, soit individuelles, soit en petits groupes, avec les divers intervenants susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice. Par exemple, pour le diabétique, il va y avoir le médecin, bien sûr, l'infirmière, bien sûr, la diététicienne, bien sûr, etc. Alors, chacun de ces programmes est construit. Il y a une participation active des patients qui vont avoir à remplir, par exemple, des petits questionnaires initiaux pour voir leur état des connaissances. Et puis, à la fin de la formation, ils rempliront aussi d'autres petits questionnaires pour montrer s'ils ont bien intégré les choses. Et puis, ils auront à pratiquer certains gestes. On leur montrera et ils pourront également échanger avec les autres membres du groupe pour faire part des difficultés rencontrées et également des bénéfices attendus. Ce soutien collectif est très important pour psychologiquement d'abord supporter les conséquences d'une maladie chronique, et tout cela va avoir un impact à la fois sur le succès du traitement, sur la sécurité du traitement, et bien sûr sur la qualité de vie permettant aux patients de réaliser ses projets personnels. Donc on ne peut qu'encourager les patients qui ont des maladies chroniques à rentrer dans ce processus d'éducation thérapeutique. Tu nous as montré à quel point c'était fondamental. Merci Thierry. Merci Fred. Ce podcast vous a plu ou pas? Dites-le nous en utilisant le bouton « Contact, exprimez-vous ». N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions et des sujets que vous voudriez que nous traitions.